Je suis Marie-Osier Lafontaine, activatrice du génie au féminin. Chaque jour, j'accompagne les femmes à révéler leurs trésors cachés pour vivre la vie qu'elles méritent. Dans ce podcast, j'invite des femmes qui ont osé s'affranchir des diktats pour trouver leur juste place. Bienvenue dans le podcast Ose là, les voix qui osent. Bonne écoute. Bonjour Élodie. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté ce petit moment à partager dans le podcast Ose là, les voix qui osent. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc Élodie, on s'est rencontrés dans le cadre du magazine Portrait de femmes parce que moi je t'avais vu lors de la Bourse Paille que tu as remportée en 2022 et j'ai été assez épatée par ce magnifique projet donc de magnifique entreprise, ce n'est plus un projet, c'est une entreprise de culottes menstruelles, donc la première et la seule martiniquaise. Alors, vas-y. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là aujourd'hui, que tu puisses partager avec nous ta vision. Tu es à la tête donc, de ton entreprise, tu as 28 ans et aujourd'hui, tu es revenu au pays depuis quelques mois et pour continuer tes activités ici parce que tu as ta marque, Cléty, mais il n'y a pas que la marque puisque derrière, il y a tout un projet de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes dont tu vas nous parler dans un instant. Donc, bienvenue à toi. On va passer un petit moment ensemble dans ce bel espace, le 33. Et nous remercions du coup la station culturelle de nous accueillir ici pour ce petit moment à partager. Et la première petite chose que je vais te demander, c'est une petite activité. Tu as devant toi, comme tu le constates, un cercle de cartes. Et je vais te demander de fermer les yeux, de positionner ta main au-dessus des cartes et de la faire évoluer, la faire voyager au-dessus des cartes, de t'arrêter quand tu le sens. Donc c'est peut-être une question d'intuition, de fourmillement dans les doigts ou de chaleur dans la main. Tu t'arrêtes, tu choisis ta carte, tu regardes l'illustration et puis bien sûr le message du jour qui est inscrit derrière et tu nous diras après ce que ça te raconte. C'est parti. Je le lis tout à l'heure, c'est ça ? Tu peux le partager maintenant. Alors, entre dans la danse de la vie, joie, enthousiasme, miroir, harmonie, des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans le monde intérieur. Est-ce que ça te parle ? Ouais, oui, beaucoup je pense. Je pense qu'en ce moment je suis un peu dans cette bulle où tout se passe bien. Et du coup ça fait pas mal écho en moi. Le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans le monde intérieur. Je pense que pour une fois on est dans l'alignement donc oui, clairement ça fait écho. Oui, on en profite quand on est dans l'alignement, c'est clair. Ouais, j'ai du mal à en profiter mais j'essaye en tout cas. Ok. Dis-moi Élodie, tu es chef d'entreprise aujourd'hui. À quoi tu rêvais quand tu étais petite ? Qu'est-ce que tu avais envie de faire plus tard ? Alors j'avais envie d'être princesse plus tard. C'était un peu inatteignable. J'ai voulu être écrivain, j'ai voulu être professeur, des métiers un peu solo. Quand maintenant je me rends compte avec mes yeux de maintenant, des métiers plutôt solitaires. Et l'entrepreneuriat est venu, je pense, beaucoup plus tard au niveau du lycée plutôt. Mais c'était pas non plus quelque chose que je m'autorisais ou que je pensais possible, pour être honnête. Donc c'est venu vraiment dans la vingtaine quand j'ai eu l'occasion en fait, et que je me suis dit non mais en fait si je peux le toucher du doigt je peux y arriver. Mais je m'autorisais pas nécessairement à rêver jusque là en fait. Je me suis dit voilà, là c'est des choses un peu plus atteignables, ça c'est possible pour moi, etc. quoi. Donc c'était pas... Évidemment, avec le recul, on se dit que c'était une évidence, mais avec mon regard plus jeune, ça ne l'était pas nécessairement. Oui, parce qu'au départ, quand on a préparé le podcast, tu m'as dit que tu as fait des études d'anglais pour être professeur, que tu as bifurqué en communication digitale et que tu as commencé à produire du contenu sur YouTube, en lifestyle, avec des conseils make-up, mais aussi déjà
des questionnements sur le genre, des questionnements sur le racisme, etc. Oui. Et puis finalement, pour développer ce projet d'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce cheminement, comment on passe d'un projet de prof d'anglais, donc qui est quelque chose d'assez cadré, sécurisé, etc., à finalement créer une entreprise comme ce que tu as fait aujourd'hui? Je pense que mon but, peu importe mes chemins professionnels, a toujours été le partage en fait, et que quand on est professeur, quand on forme, on est dans le partage d'informations, dans le partage de la connaissance, etc. Et c'est ce qui me plaisait le plus dans ce métier-là. C'est ce qui me plaît encore aujourd'hui dans ce métier-là. Après, voilà, il y a plein de choses logistiques qui faisaient que j'avais pas nécessairement envie de travailler directement pour l'éducation nationale. J'avais pas forcément envie de continuer le master, en fait, le master MEF, donc le master pour l'éducation. Et je me suis dit, non, mais là, je m'y retrouve plus, je suis plus en alignement avec moi, ce que je fais. J'apprenais des choses extrêmement théoriques que j'adore, mais j'avais pas l'impression d'apprendre des choses concrètes au quotidien pour réussir à gagner de l'argent. Et là, c'était la phase de ma vie où j'avais envie de beaucoup gagner de l'argent, quoi. Donc je me suis dit que j'allais bifurquer, surtout que à 18 ans, moi, j'ai hésité entre la licence d'anglais et le BTS information communication. Donc je me suis dit, autant, pourquoi pas tenter la communication. Comme je te l'avais dit, j'avais lancé une chaîne YouTube en parallèle, ça se passait très bien, c'était hyper intéressant, je m'épanouissais beaucoup à nouveau dans le partage en fait d'informations. Oui. Donc je me suis dit, autant valider toutes les connaissances que j'ai eues en autodidacte par un diplôme, et puis voir ce que ça peut m'apporter. Et du coup, j'ai fait une espèce d'année de transition qui préparait au master, et ensuite un master en communication digitale. J'ai adoré de A à Z, ça s'est hyper bien passé. Je me suis dit, ok, c'est vraiment ma passion de ce côté-là, l'information, le partage, la création... les choses comme ça. Et après, Cliti, c'est un peu l'extension de ça, mais sur des sujets plus précis. Donc, comme tu l'as abordé, l'égalité homme-femme, l'endométriose, les valeurs éco-responsables, féministes, etc. Mais au final, on est toujours sur du partage de quelque chose, en fait. Et je pense que c'est ça le fil rouge de ma petite, pour l'instant, carrière professionnelle, en fait. Petite, mais déjà belle. Il y a déjà quand même pas mal de choses, oui. Oui, je trouve aussi. Et du coup, pourquoi Cliti? Pourquoi les culottes menstruelles? Pourquoi ce projet-là pour partager? Cliti, du coup, le projet de culotte menstruelle, enfin le projet de protection réutilisable est arrivé parce que donc moi je suis atteinte d'endométriose depuis toujours en fait, et je trouvais pas nécessairement de protection adaptée à la pathologie, en fait adaptée au flux hémorragique. Les protections réutilisables étaient trop fines ou pas assez performantes pour mon cycle à moi. Les protections jetables, elles étaient plutôt toxiques pour le corps et la planète, donc je m'y retrouvais pas non plus. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler sur la création d'une entreprise, je me suis dit, autant y aller à fond. Quand on monte son entreprise, on me demande c'est quoi le problème de votre vie, et moi c'était mon utérus, quoi. Donc j'ai essayé de trouver plein de façons d'adoucir ma vie de ce côté-là, et de voir si celle des autres aussi avait besoin d'être adoucie de ce côté-là. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les protections, et je me suis dit ouais, je pense qu'on a besoin de mieux, et qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus beau, plus confortable, plus efficace par rapport à ce qu'on nous propose comme protection à l'heure actuelle, et qu'on peut avoir aussi plus d'informations, qu'on n'ait pas besoin de chercher à 1000 endroits qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est adapté, etc. Oui, parce que Cliti, on a le produit, oui, mais on a aussi le conseil, la sensibilisation. Donc l'endométriose, toi, c'est quelque chose que tu vis donc depuis longtemps. Oui. Comment ça a joué dans ton parcours de femme notamment, et puis de professionnelle ensuite? Moi, j'ai été diagnostiquée, j'avais 20 ou 21 ans, je crois. Et du coup, avant ça, voilà, on a un peu l'impression d'être folle, en fait, parce que tout le monde dit que c'est ok, que c'est normal, et on se rend bien compte qu'il y a un truc pas ok, pas normal. Ouais. Donc c'était, on va dire, une autre période, et une fois que le diagnostic est posé, il y a quelque chose de très rassurant dans ça, parce qu'on est légitime, en fait, dans ce qu'on vit. Et là, c'était un peu la course à la guérison, si je puis dire. Après, voilà, est-ce qu'il y a guérison, est-ce qu'il n'y en a pas, c'est un autre sujet. Mais c'était la course à aller mieux, à essayer d'enrayer la machine plutôt de la pathologie. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et d'années de vie, si je puis dire, parce que les traitements hormonaux ne sont pas toujours très faciles sur le corps. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de poids rapidement, donc il fallait gérer mon image de ce côté-là. Gérer les conséquences aussi de la maladie de ce côté-là. Globalement, dans la majorité de ma vie, j'ai été médicamentée pour l'endométriose, donc
ça n'a pas eu l'occasion de trop impacter ma vie professionnelle. Et quand ça a vraiment commencé à impacter ma vie professionnelle, je travaillais à mon compte. Donc, ce qui fait que je pouvais arranger mes rendez-vous et ma carrière professionnelle autour de la pathologie, ce que je ne pouvais pas faire en fait quand j'étais salariée, même si j'ai quand même globalement connu des gens assez ouverts à ça, qui permettaient le télétravail, etc., qui avaient une certaine compréhension du sujet. Mais ouais, je dirais que c'était un peu le bordel en fait. Et justement, pour sortir de ce bordel, est-ce que le fait de choisir l'entrepreneuriat, puisque en entreprise c'était quand même assez complexe, aujourd'hui c'est pas forcément un phénomène enfin une maladie du moins qui est reconnue et qui est reconnue en termes de congés accordés, etc. Est-ce que ça a joué dans la création de ton entreprise, dans bien sûr la thématique, on l'a compris, mais aussi dans cette volonté que tu as de sensibiliser? Je pense que dans la volonté de sensibiliser, oui, ça a joué à 200%. Après, dans la volonté d'entreprendre, je suis pas sûre. Je pense que j'avais envie d'entreprendre de base et que, évidemment, ça facilite mon mode de vie. Ouais. Mais je pense que la liberté du mode de vie qu'apporte l'entrepreneuriat, au-delà de l'endométriose, me plaisait en tant que personne, en fait. Et c'est vrai que, par contre, mes circonstances de vie, si je puis dire, le fait que je sois malade, ça s'imbrique bien dans cette dynamique. Mais je dirais pas que c'est le premier moteur. Après, c'est sûr que pour la sensibilisation, moi, je me suis rendu compte qu'au quotidien, c'est quelque chose qui va impacter ma vie, et je suis pas la seule. L'endométriose, voilà, ça touche énormément de femmes, 2 femmes sur 10, donc je sais qu'on est toutes à vivre ça, et que plein de femmes et plein de personnes atteintes d'endométriose doivent travailler à temps partiel, doivent arrêter de travailler parce que c'est pas possible en fait, et du coup j'avais envie, j'ai pris un peu le truc à bras le corps, parce que évidemment ça me concerne moi et plein de gens autour de moi, de se dire c'est pas normal en fait, donc faisons quelque chose de mieux pour ça, quoi. Et tu es allée plus loin, puisque je crois que c'est cette année que tu as été diplômée justement en sociologie du genre, donc pour aussi aller dans les entreprises et sensibiliser les professionnels à la condition féminine quelque part, parce qu'il y a l'endométriose, mais il y a toute notre condition féminine qui n'est pas forcément prise en compte dans les entreprises, et puis on est encore loin de l'égalité femmes-hommes. Ouais. Donc comment ça se traduit aujourd'hui dans ton activité? Donc ce diplôme, j'imagine, t'a donné des outils, des clés pour pouvoir sensibiliser, et comment ça se passe aujourd'hui dans les entreprises? Alors en effet, j'avais très envie de passer ce diplôme, aussi bien pour moi que pour mon entreprise. Donc il y avait un alignement de ce côté-là, donc j'ai foncé. Incroyable expérience, comme tu as dit, beaucoup d'outils qu'on apprend, beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Et ce qui est bien et en même temps un peu frustrant, c'est que les choses elles évoluent tout le temps, donc les études elles sortent tout le temps, etc. Et du coup là, de pouvoir se poser académiquement et d'avoir les informations qui sont déjà triées, entre guillemets, qui viennent à soi, c'était exceptionnel. Et pour les entreprises, moi j'ai envie de vraiment développer mon activité de sensibilisation autour de ces sujets, et donc de devenir un peu plus une référence sur le conseil en égalité. Donc comme tu as dit, en fait, à la condition féminine, parce qu'on est loin de l'égalité salariale qu'on prétend avoir, et c'est pas normal non plus à ce stade en 2024, et bientôt 2025. Donc, et je pense que en vrai, il y a surtout en Martinique, il y a surtout un vivier de personnes qui sont intéressées par le sujet, aussi bien la santé féminine, parce qu'on a remarqué que de par le chlordécone, etc., il y a plus de cas de pathologies gynécologiques sur nos territoires. Donc ça fait écho en vrai aux entreprises. Et je pense qu'il faut aller plus loin, au-delà de la condition de santé en fait, des femmes. Il faut les prendre dans leur globalité en tant qu'individu en fait. Et comment ça se passe quand tu interviens en entreprise sur ces sujets-là? Parce que ce n'est pas forcément des sujets qui sont abordés ni tous les jours, ni dans toutes les entreprises. On parle parfois de questions qui relèvent de l'intime pour certains, et qui doivent peut-être rester de l'intime pour certaines personnes. Donc comment tu fais pour aborder ces sujets avec les femmes, mais avec les hommes, donc avec ton public au sein des entreprises? Alors pour le coup, en fait, il faut sortir le sujet de l'intime. Je pense que c'est ça qui est hyper important au début, c'est qu'en fait, la santé sexuelle et reproductive, il faut la sortir du cadre de l'intime, parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde en fait. C'est quelque chose qui concerne tout le monde, toutes les strates de la population, et la santé des femmes concerne en fait tout le monde par défaut. Donc faut déjà mettre en place, on va dire, appeler à tout le monde que parler de règles, parler de grossesse, ou même d'infertilité, ou aller voir de ménopause, etc. C'est pas des sujets tabous qu'on garde à la maison en fait. C'est un peu, moi je mets ça un peu sur la même strate que l'éducation sexuelle et reproductive, faut pas que ce soit fait à l'école. En fait si,
parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde partout, et qu'il y a des choses aussi qui sont pas faites à la maison et qui sont pas faites dans toutes les familles, donc il faut les faire bien quelque part. Et c'est la même chose en fait pour tout ce qui est les sujets de santé féminine en fait. Donc il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui sont pas d'accord. C'est très générationnel pour être honnête sur ces sujets-là. Mais ensuite, il n'y a pas vraiment de gap homme-femme. Les hommes sont tout aussi intéressés que les femmes sur ces sujets quand on est en entreprise, quand je suis en atelier ou en conférence. Quand il y a une majorité d'hommes, ce sont eux qui posent le plus de questions. Ils sont curieux. Ils sont très curieux parce que, en fait, c'est ça, ils n'ont pas nécessairement la connaissance. Les femmes n'ont pas non plus toujours envie d'intervenir parce qu'elles n'ont pas forcément envie non plus qu'on les voit, entre guillemets, à ce moment-là. Et les hommes, eux, sont très curieux. Donc, du coup, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'échanges, que ce soit entre les salariés eux-mêmes au moment de l'atelier ou entre moi et les salariés à ce moment-là. Donc, c'est pas très difficile, en fait, de convaincre les hommes de l'importance de ces sujets. Mais par contre, c'est plus difficile de les faire venir pour qu'on parle de ces sujets, en fait. C'est l'attraction avant qui est plus compliquée. Mais pendant, par contre... Voilà, on est très interactif. Mes ateliers, il y a beaucoup d'échanges en fait. On n'est pas sur que de l'information descendante, sur un cours magistral ou une conférence où il y a que moi qui blablate. En fait, ça m'intéresse pas trop. Et du coup, je pense que c'est ce qui marque les gens et ça les rend en fait acteurs de la connaissance, quoi. Ça les force à vraiment travailler leur cerveau sur le moment et pas juste à s'asseoir là et se dire bon ben voilà, je vais écouter cette conférence parce qu'on m'a forcé à être là. Ils sont obligés de prendre part et donc obligés de se questionner pour de vrai. Je trouve ça plutôt rassurant ce que tu dis par rapport à la gente masculine qui s'interroge, qui est curieuse et qui pose des questions et qui considère, du coup, en posant des questions, que ça le concerne, ça les concerne quelque part. Donc, quelque part, c'est rassurant. Est-ce que toi, ça t'a surprise quand tu es arrivée pour tes premiers ateliers, par exemple ? Est-ce que tu t'attendais à cet accueil-là ? Oui et non. En fait, dans un sens, on va dire sociologiquement, ça fait sens, parce que quand je vais dans des entreprises, c'est souvent des personnes diplômées, qui ont beaucoup de culture, qui ont beaucoup d'éducation, etc. Donc ça fait sens, en fait, qu'ils soient déjà, dans un sens, sensibilisés à ces sujets-là ou qu'ils en aient déjà entendu parler. Et puis, c'est souvent des entreprises qui sont aussi engagées quelque part, soit écologiquement, soit socialement. Donc, il y a un terreau, on va dire, fertile. C'est rare que j'ai été dans une entreprise sensibilisée où il n'y a pas déjà eu des sensibilisations sur certains sujets. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que mon expérience est si positive. À voir si je vais dans une entreprise qui n'a jamais sensibilisé à absolument rien. Bon, je pense que là, peut-être qu'on va se frotter à un peu plus de choses, mais ce ne sont pas des sujets étonnants, en fait, pour les personnes. Donc, c'est vrai que c'est très agréable. Je pense que ça surprenait beaucoup le corps administratif, en fait, les ressources humaines, la direction, de se dire ah oui, en fait, ils sont très, très intéressés et les hommes parlent beaucoup, quoi. Mais pour moi, je me suis dit, en fait, oui, c'est ce que je vous dis, ça parle à tout le monde. Hein. Je pense que c'est le cliché qu'on en a et les préjugés du non, mais il n'y a que les femmes qui vont venir, il n'y a que les femmes qui vont parler. C'est pas vrai, en fait. Les hommes ont des femmes dans leur vie, ont des filles dans leur vie, ont des personnes, en fait, qui ont des utérus dans leur vie. Donc, en fait, ça parle à tout le monde, quoi. Oui. Et est-ce que tu as prévu, tu parlais de gap générationnel, d'intervenir, par exemple, dans les collèges ou dans les lycées. Est-ce que c'est quelque chose que tu entrevois ? C'est quelque chose que j'aimerais bien, on va dire logistiquement, c'est juste beaucoup plus compliqué d'intervenir dans les sphères éducatives, mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose pour lequel je suis contre, on va dire. Mais c'est vrai que logistiquement, en fait, c'est plus compliqué. Après, je pense que j'apprécie personnellement sensibiliser beaucoup plus les personnes plus âgées, même si je suis d'accord que l'éducation devrait être faite dès le début. En fait, moi, je suis très advocatrice du l'éducation sexuelle et reproductive doit être faite depuis la maternelle jusqu'au lycée et ensuite en éducation supérieure. Donc totalement. Et toi, du coup, avec Liti et avec du coup ces prestations de sensibilisation, quelle trace tu veux laisser, quel message tu veux vraiment laisser une fois que tu es passé dans une entreprise ou quand tu sensibilises à travers Liti ou même quand tu vends tes produits, qu'est-ce qui est important pour toi de laisser comme empreinte ? Vraie question. Je pense que quand je sensibilise en entreprise, j'ai envie que les gens repartent avec de la connaissance et repartent avec des outils pour savoir quoi faire s'ils se retrouvent dans la situation. Donc dans le cas où je sensibilise aux pathologies gynécologiques, je veux qu'ils puissent réussir à se dire ok, là il y a quelque chose qui va pas, voilà ce que je dois faire. Voici la première étape, ce que je dois faire, contacter une association peut-être, contacter un professionnel de santé, etc. Je veux qu'ils aient les clés pour se dire, repérer plus ou moins quand quelque chose ne va pas et ensuite aller se renseigner auprès d'un professionnel de santé. Ça c'est vraiment le but numéro 1, qu'ils connaissent les pathologies, savent un peu où alerter pour que autour d'eux et s'ils sont concernés eux-mêmes se disent c'est pas normal, je vais aller voir quelqu'un.
En fait, ça, c'est vraiment le but premier quand on parle de pathologie. Quand on parle d'égalité homme-femme, c'est vraiment commencer à se questionner soi-même. Se dire, non mais en fait, est-ce que moi, à la maison, je me rends compte que je j'aide pas du tout ma femme et que je fais pas du tout le ménage et qu'en fait, elle s'occupe de tout et la charge mentale est horrible. Ou est-ce que moi, je me rends compte que en fait... j'arrête pas de pareil de prendre toutes les tâches ménagères alors qu'il pourrait le faire et que je lui demande jamais de le faire, etc. Enfin voilà, est-ce que ma carrière elle va bouger ou pas, est-ce que mon collègue mon homologue masculin il est mieux payé que moi ou pas, commencer à se questionner et peut-être avoir un peu un chemin, si je puis dire, vers plus d'égalité chez soi et au travail, potentiellement. Et avec Liti, avec les produits, si je puis dire, j'aimerais que les gens trouvent une solution à leurs problèmes, en fait. Et que du coup, quand les personnes ont leurs règles, qu'elles se disent ok, au moins ça va. C'est géré. Voilà, au moins ça, c'est géré. Après, voilà, les douleurs, etc., le travail, je peux pas avoir la main dessus chez tout le monde, mais de se dire que côté efficacité, confort, ça, j'ai pas à m'en soucier parce que j'ai mes produits, tout va bien, etc. Quand on a discuté de ton intervention aujourd'hui, que je disais mais pourquoi et comment tu as fait et comment tu as osé, tu m'as répondu, j'ai beaucoup aimé cette réponse, pourquoi pas. C'est-à-dire que finalement, à chacune des étapes que tu as franchies, tu en as franchi un certain nombre. Je parlais en introduction notamment de la bourse paille que tu as remportée en 2022. Donc, quand tu t'es présentée à ce concours, notamment, tu te dis, pourquoi pas. C'est ton frère qui t'a inscrite. Donc, à chaque fois, c'était le pourquoi pas, donc j'y vais. Comment tu expliques que tu arrives à finalement passer chacune de ces étapes en te disant juste pourquoi pas. Je pense aux femmes qui nous écoutent et qui n'osent peut-être pas encore se lancer dans un projet. Toi, cette question pourquoi pas, comment elle te fait avancer ? Je pense qu'elle retire en fait les barrières qu'on se met automatiquement soi-même à l'entrée. Moi, j'ai eu la chance d'être très bien entourée, je pense, et du coup, c'est mes proches qui vont me dire pourquoi pas, en fait, pourquoi tu le ferais pas, et je me dis au fur et à mesure de mon parcours de vie, le pire qui peut arriver, c'est d'échouer, quoi. Et du coup, est-ce vraiment le pire qui puisse arriver ? Je pense pas nécessairement. Comme on dit, on n'échoue jamais, on apprend. Bon, dans tous les cas, en vrai, son ego a un peu mal, quoi. Mais est-ce que c'est si grave que ça d'avoir l'ego qui souffre un peu ? Et je me dis, en effet, si pour la bourse paille, participer, pas participer, mon frère m'envoie le lien sur WhatsApp, me dire tu devrais y aller. Je me suis dit, ouais, en vrai, pourquoi pas ? Ça me coûte quoi d'envoyer une candidature ? Je vais prendre 3-4 heures, je vais faire une candidature, je vais faire une petite vidéo, machin, vas-y, ça va m'embêter 5 minutes parce que je vais devoir prendre du temps. Mais si ça réussit, c'est absolument dingue, en fait. Donc pourquoi je le ferais pas, quoi ? Au pire, ça marche pas. Et si ça marche pas, personne saura que ça marche pas. Personne saura que j'ai postulé. Donc, je veux dire, c'est essayer de retirer un peu toutes ces barrières et se dire... franchement, on s'en fiche. Au pire, ça marche pas. Au pire, les gens aiment pas. J'arrête, quoi. Donc, et je peux recommencer et faire autre chose. Je peux me réinventer à l'infini, en vrai. Oui, donc toi, ce qui t'a permis finalement d'oser, c'est de diminuer cette peur de l'échec, de ne pas faire de l'échec éventuel une catastrophe, un effondrement de quelque chose. Ce ne serait qu'une étape si finalement il y avait échec. Oui, c'est ça. En fait, c'est décorréler sa valeur de la notion d'échec. Si j'échoue, ça veut pas dire que je suis pas compétente, ça veut pas dire que je suis pas intelligente, que je suis pas douée ou que je suis une mauvaise personne, etc. C'est vraiment séparer ma valeur en tant que personne et en tant que professionnelle d'un potentiel échec. En fait, il y a plein d'entrepreneurs incroyables qui ont beaucoup échoué. Et puis c'est juste le cycle de la vie, en fait. Comme je dis, est-ce que ça fait de moi une moins bonne personne au quotidien d'avoir échoué ou d'avoir planté ma boîte ? Je pense pas nécessairement. Est-ce que ça fait de moi une moins bonne entrepreneuse d'avoir planté ma boîte ? Bon, peut-être qu'en termes de gestion financière, pas ouf. Mais je pense pas qu'on devrait avoir moins confiance en moi sur mes capacités professionnelles parce que j'ai quelques échecs, en fait. À chaque fois, j'apprends et je ferai mieux et c'est à ça que devrait servir, en fait, l'entrepreneuriat et la vie en général. Et c'est quoi ton prochain défi, le prochain pourquoi pas ? Ouais. Tu sais déjà ce que c'est ? Mon prochain pourquoi pas, je pense que c'est reprendre des études, parce que visiblement c'est ma passion et que je m'arrête jamais. Mais c'est le prochain pourquoi pas. J'y réfléchis, je me laisse 6-7 mois de réflexion, à savoir, et pourquoi pas encore reprendre des études. Et tu sais déjà dans quel domaine ? Soit en psychologie, soit en sociologie à nouveau. D'accord. Donc, pour approfondir finalement les questions que tu traites aujourd'hui ? En sociologie, pour approfondir les questions que je traite aujourd'hui, mais aussi potentiellement pour aller vers la recherche. Oui. Donc la thèse, en fait, sur ces questions-là. Et puis en psychologie, parce que ça a toujours été quelque chose, en fait, d'assez adjacent à ma vie, à la sociologie.
Et puis pourquoi pas quoi. Enfin, pourquoi pas. Alors bon, c'est vrai que ça fait reprendre beaucoup d'études, mais j'étais absolument sûre que dans une autre vie, j'ai été psychologue, donc pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas le faire dans cette vie? Dans cette vie-là aussi. Ouais, en fait. Okay. Dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Élodie, donc qui rêvait de pas mal de métiers, qui voyait pas mal de chemins s'ouvrir? Tu disais en début d'entretien que tu n'avais pas toujours rêvé grand, tu ne savais pas si tu pouvais rêver grand. Donc, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Élodie qui hésite à rêver grand? Je pense c'est qu'il n'y a pas de limite en fait, et qu'il faut éviter de s'en poser, qu'il faut éviter de se dire que je peux pas parce que je viens de tel milieu, ou parce que j'ai pas tel diplôme, ou parce que je ressemble pas à ci ou à ça. C'est réussir à casser toutes les petites limites qu'on s'est mis à soi-même et se dire qu'en fait elles n'existent pas quoi. Elles sont auto-construites par nous et par la société généralement, et que il faut y aller quoi. Vraiment il faut y aller, on s'en fiche qu'on commence tout bas. Ça se trouve comme on dit, c'était quoi viser la lune et terminer dans les étoiles. C'est un peu ça. Je pense que c'est arrêter de se stopper soi-même, quoi. Arrêter d'être son propre ennemi, si je puis dire. Oui, tout à fait. Vous avez entendu, mesdames. Arrêtez d'être votre propre ennemi. Je pense que c'est ça. Commencer la thérapie plus tôt, voilà, aussi. Ça aide à ne pas être son propre ennemi. Tout à fait. Mais je pense que c'est souvent ça, en fait, et c'est souvent ça chez les femmes, et chez les gens en général, pour être honnête, c'est qu'on se stoppe soi-même, en fait. C'est pas les autres, c'est pas les obstacles qu'on va connaître, parce que voilà, évidemment on va en connaître des obstacles, surtout en entrepreneuriat, mais c'est pas ça le plus dur, c'est retirer les barrières mentales qu'on a pour y aller quoi, parce qu'on va trouver des solutions, on va trouver des gens qui ont des solutions, etc. Mais si on se dit soi-même qu'il y en a pas, on n'ira pas les chercher en fait. Donc c'est se stopper net dans ce truc du non mais je peux pas faire ça moi, bien sûr qu'on peut. Oui, c'est-à-dire ne pas être son ennemi, mais plutôt sa meilleure amie. C'est souvent ce que je dis à mes clientes. Sois ta meilleure amie. Agis avec toi-même comme tu agirais avec ta meilleure amie. C'est ça, c'est très très dur, mais je pense que c'est ça. Et puis s'entourer de gens dont on est la meilleure amie et qui vont eux aussi nous dire d'y aller. Je pense que moi ça m'aide beaucoup parce que je suis pas du tout ma meilleure amie. J'essaye, mais c'est pas encore le cas. Mais j'ai plein de gens autour de moi qui vont me dire non mais si, vas-y, je vois pas pourquoi tu doutes, et qui vont s'acharner à me le répéter. Personne dont je suis très reconnaissante dans ma vie. Et du coup, à un moment, on les croit en fait. Et à un moment, on croit ces personnes et donc on y va. Donc c'est aussi faire attention à qui on met dans son entourage, et si ces personnes ne nous permettent pas d'aller plus loin ou ne nous permettent pas de nous enrayer la machine qu'on a déjà mis en route par rapport à ça, est-ce vraiment pertinent, on va dire. Donc c'est trier aussi son entourage pour être sûr que ça reflète ce vers quoi nous on a envie de tendre en tant que personne en fait. Être bienveillante avec soi-même et s'entourer des bonnes personnes. C'est ça. Avant qu'on se quitte, Élodie, on va écouter le morceau que tu nous as transmis, donc Me de Ocean. Je voudrais savoir pourquoi ce morceau, à quel moment tu l'écoutes et pourquoi il est important pour toi. Moi il est dans une playlist que j'écoute quand je me sens un peu pas bien avec moi, pas bien avec mon image ou avec moi-même en général, je me sens pas capable de choses, ou j'ai besoin d'être un peu boostée sur mon estime de moi ou sur ma confiance en moi. J'écoute cette playlist et ce morceau en fait partie, et je le trouve très empowering, très en puissance en fait. La chanson, voilà, elle parle de soi et d'être la meilleure version de soi. Et c'est ça qui me plaît en fait. Je me dis en effet, pourquoi ce serait pas moi la meilleure personne qui rentre dans la pièce quoi? Pourquoi j'y croirais pas quoi? Donc on met ça à fond et on y croit le temps d'un instant, ou en tout cas le temps qu'on veut, et je trouve ça ça me fait du bien en tout cas d'écouter ce genre de musique, c'est dynamique, etc. Et je me dis non mais elle a raison en fait, c'est exactement ça, c'est moi la meilleure. un vrai morceau d'empowerment. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, mais merci beaucoup Élodie, on va boire un petit café dans ce bel endroit, donc le 33 de la station culturelle, en écoutant le morceau donc Me de Oshun. Merci beaucoup Élodie pour cet échange. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité. À bientôt. Ose là, les voix qui osent. Track Studio par Agence Composite.